La jungle bouillonnait ce matin-là. L'air était si épais qu'il s'accrochait à chaque respiration. Les cigales criaient par-dessus le bruit des bottes piétinant le sol mouillé. Un groupe d'infirmières japonaises, uniformes déchirés et tachés de sueur, émergea de la brume verte. Elles avaient épuisé leur morphine il y a 2 jours, leur nourriture la veille. Quand elles virent la patrouille américaine, les fusils levés, elles s'arrêtèrent comme si la terre elle-même les avait saisies. Un ordre aboyé trancha l'humidité. « Déshabille-toi, penche-toi ». L'interprète se figea, incertain. Les femmes restaient immobiles, les yeux écarquillés, les doigts tremblants, la boue étalée sur leur visage. Ce n'était pas seulement la peur, c'était l'humiliation qu'on leur avait dit d'attendre si elles étaient capturées. Dans leurs esprits, la reddition signifiait une disgrâce pire que la mort. Pendant quelques longues secondes, personne ne bougea. Le seul bruit était le cliquetis d'une culasse de fusil qu'on tirait en arrière. Le ton du sergent s'endurcit. Il répéta l'ordre plus lentement cette fois, plus froidement. L'interprète bégaya enfin la traduction, sa voix tremblante. Aucune des femmes ne comprenait pourquoi on les déshabillait ou pourquoi les Américains scrutaient constamment leur corps à la recherche de l'âme cachée. Dans les manuels d'entraînement japonais, la capture signifiait la torture. En réalité, c'était un protocole de fouille, routinier et clinique. Mais cette nuance s'était perdue entre les langues et la sueur. Une infirmière chuchota à une autre. « Ils vont nous tuer maintenant. » À la place, un infirmier s'avança avec des gants et vérifia leurs manches, leurs ceintures et leurs chaussures à la recherche de rasoirs ou de grenades. Procédure standard après des rapports d'attaques suicides déguisés en reddition. Les rapports indiquent que plus de 3500 auxiliaires féminines japonaises ont été capturées en Asie du Sud-Est d'ici 1945. Beaucoup armées de capsules de cyanure cachées. Les Américains n'étaient pas cruels, ils avaient peur. Du point de vue du prisonnier, c'était impensable. Être ordonné de se déshabiller par l'ennemi n'était pas seulement une exposition. C'était l'effondrement d'un code entier. Pourtant, dans ce moment suspendu, quelque chose changea. Les soldats ne ricagnaient pas, ni ne frappaient. Ils inspectaient simplement, hochaient la tête et s'écartaient. Les femmes réalisèrent que ce n'était pas une humiliation avant l'exécution. C'était de la confusion, de la prudence, une procédure. L'une d'elles écrivit plus tard dans son journal « Nous pensions que c'était une humiliation avant la mort. » Mais personne ne mourut ce jour-là. La seule chose qui se brisa fut la certitude de ce qu'on leur avait dit sur leurs ennemis. Et alors que les bottes américaines crissaient plus près dans la boue, une nouvelle sorte de peur prit forme, non pas celle de mourir, mais d'être mal comprise. La pluie commença à tomber en minces fils argentés, transformant la clairière en une zone de boue lente et mouvante. Le même sergent américain s'avança, l'eau dégoulinant du bord de son casque. Il répéta l'ordre, cette fois plus lentement, son ton portant la frustration plutôt que la menace. L'interprète, un caporal philippin nerveux, hésita à nouveau. Son vocabulaire japonais était fragmentaire. Suffisant pour les ordres, pas assez pour la nuance. Les mots qu'il choisit transformèrent l'inspection en déshabillage. Cette seule erreur de traduction gela le moment dans l'histoire. Les femmes, terrifiées, croyaient aux rumeurs qu'elles avaient entendues depuis Manille, des histoires selon lesquelles les infirmières capturées étaient souillées avant l'exécution. L'une d'elles tenait une petite aiguille à coudre cachée dans sa manche, prête à se poignarder la gorge si nécessaire. Le sergent remarqua son mouvement et aboya un autre mot, mais la pluie noya son sens. Pendant un instant, les deux côtés se fixèrent à travers la boue, chacun pensant que l'autre était à quelques secondes de la violence. Puis un infirmier plus âgé s'avança, les mains levées, parlant doucement. Il mima une fouille, se tapotant les manches, montrant ses paumes vides. Lentement, le message arriva. Les femmes japonaises commencèrent à se conformer, retirant rigidement les ceintures et les bandages. Leurs yeux se tournaient vers l'interprète pour des indices qui ne venaient jamais. Plus tard, les rapports de terrain ont révélé que plus de 80% des interprètes alliés dans le Pacifique n'étaient pas entièrement courants, souvent autodidactes, achetés lors de courtes rafales d'entraînement. 60 opérations de combat ont été enregistrées avec des erreurs de traduction critique qui ont failli déclencher des échanges de tirs. C'était l'une d'elles. Les Américains n'étaient pas des brutes. Ils avaient peur. Des grenades suicides déguisées dans des trousses médicales avaient tué plusieurs infirmiers quelques semaines plus tôt. Chaque geste semblait être un piège. Un prisonnier chuchota. Ils n'étaient pas des monstres,
juste terrifiés par nos lames cachées. Quand l'inspection prit fin, les femmes reçurent des couvertures militaires grossières, et on leur dit de s'asseoir. Le GI recula, incertain de comment agir autour de prisonniers qui ressemblaient plus à des étudiants épuisés qu'à des soldats. Le sergent retira son casque, s'essuya le visage et murmura quelque chose entre ses dents. L'interprète ne le traduisit pas, mais un mot se détacha. Protocole. Pour la première fois, la tension se brisa non pas par le rire, mais par un silence maladroit assez lourd pour remplir la jungle. Les infirmières, toujours frissonnantes, réalisèrent que la mort les avait dépassées, mais à sa place un autre sentiment s'insinua. La curiosité, car ce qui venait ensuite n'était pas de la cruauté du tout. C'était de la bienveillance. La nuit tomba comme un rideau sur la jungle. La pluie s'apaisa en brume, et la seule lumière venait des lampes vacillantes autour du périmètre du camp américain. Les femmes japonaises s'assirent, sous une bâche improvisée, frissonnante, les bras enveloppés dans des couvertures grossières. Chaque craquement de bottes, chaque cliquetis de métal les faisait sursauter. Elles s'attendaient à des moqueries, à des punitions, peut-être pire. Mais à la place, quelqu'un s'approcha en tenant quelque chose qui brillait faiblement d'or à la lumière du feu. « Une boîte de conserve, des pêches », dit le soldat, s'agenouillant. Il la fit glisser dans la boue, puis recula. Les femmes ne bougèrent pas. L'une d'elles finit par l'ouvrir avec des doigts tremblants, le parfum sucré s'élevant comme quelque chose d'irréel, des fruits en conserve dans une zone de guerre. Elle n'avait pas goûté du sucre depuis des mois. Cette nuit-là, les captives regardèrent les Américains manger des rations identiques. Pas de traitement spécial, pas de rires à leurs dépens, juste une mastication tranquille et une toux occasionnelle. Puis, étonnamment, un GI leur tendit des cuillères. C'était le plus petit geste. Pourtant, il brisa des années de propagande en un instant. Selon les dossiers du quartier maître, les rations de campagne américaines contenaient en moyenne 4000 calories par jour, près du double de ce que recevaient les troupes japonaises. Protéines, sucre, même des barres de chocolat étaient des articles d'équipement standard. Pour les femmes qui avaient survécu avec du riz et de l'eau salée, c'était une abondance industrielle au-delà de l'imagination. Une infirmière écrivit plus tard « Même leurs prisonniers mangeaient mieux que nos soldats ». À mesure que les heures passaient, elles réalisèrent quelque chose d'encore plus étrange. Aucun garde ne les frappa. Personne ne cria. À la place, un infirmier vint avec de l'iode et des bandages. Il fit signe de leurs mains. Hésitante, une femme offrit la sienne, ensanglantée, couverte d'ampoules. L'infirmier tamponna l'antiseptique et ne dit rien. La piqûre brûla, mais le geste la désarma plus que n'importe quelle arme ne l'aurait pu. À travers le camp, un autre soldat plaisanta tranquillement avec son partenaire. Et pour la première fois depuis leur capture, les femmes entendirent quelque chose qu'elles n'attendaient pas de l'ennemi. Un rire qui n'était pas cruel. C'était ordinaire, humain. Plus tard, alors qu'elles s'allongeaient sous des couvertures humides, elles écoutaient le léger bourdonnement des moteurs quelque part dans l'obscurité. Des générateurs Frux, des machines d'approvisionnement sans fin. Pour elles, la logistique avait été la famine. Pour les Américains, c'était routinier. Et dans ce contraste, quelque chose de fondamental se fissura. L'ennemi n'était pas barbare. Il était organisé, nourri et terriblement efficace. La lumière du feu vacilla contre les visages des infirmières, reflétant à la fois la peur et l'émerveillement. Dehors, les bottes crissèrent à nouveau vers les tentes, cette fois non pas avec des fusils, mais avec d'autres bandages et une seule bouilloire métallique fumante dans la nuit. À l'aube, la pluie avait cessé, mais la jungle sentait la médecine pourrie. Les Américains s'étaient déplacés rapidement, la toile s'étendait sur des poteaux en bambou, formant ce qui ressemblait à un petit hôpital. Une pancarte peinte à la main lisait « Quarantaine ». À l'intérieur, l'air bourdonnait de désinfectants et du sifflement de l'eau bouillante. Les femmes japonaises ont été ordonnées d'entrer, non pas comme des prisonniers cette fois, mais comme des patients. La transformation était presque surréaliste. Là où elles s'attendaient à des cages, elles trouvèrent des lits. Là où elles craignaient des cordes, elles virent du savon. Les infirmiers américains travaillaient en silence, les manches retroussées, les yeux concentrés. Ils n'étaient pas doux exactement, mais ils étaient méthodiques. Un caporal pointa du doigt vers un bassin métallique, se lavait les mains. La voix de l'interprète trembla à travers la traduction, mais le sens était assez clair. Une par une, les femmes se frottèrent. L'eau devint grise, puis brune, puis noire. Ce n'était pas seulement de la saleté qui s'en allait, c'était des mois de guerre. Une infirmière américaine entra ensuite,
son uniforme raide, son expression professionnelle. Elle commença à examiner les blessures des prisonniers, marquant leur dossier. Malaria, dysenterie, déshydratation. Son accent découpa les mots en rythme. Les rapports de cette période confirment que les hôpitaux de campagne américains dans le Pacifique traitaient plus de 12 000 patients chaque mois d'ici, le milieu de 1945. La maladie était plus meurtrière que les balles, et les infirmiers traitaient même l'ennemi parce que l'infection ne se souciait pas des drapeaux. Une infirmière japonaise, fiévreuse et faible, chuchota quelque chose que l'interprète pouvait à peine saisir. « S'il vous plaît, aidez-nous !» Le médecin haussa les épaules. « Les règles sont les règles. » L'ironie piqua plus profondément que l'iode. Le même code qui avait ordonné leur capture exigeait maintenant leurs soins. Quand les femmes émergèrent de la tente, elles ressemblaient moins à des prisonnières, plus à des fantômes fraîchement nettoyés pour une nouvelle vie après la mort. Le camp américain sentait faiblement le café et le diesel. La jungle au-delà sentait tout ce qu'elles avaient laissé derrière elles, la sueur, la poudre à canon, la peur. Elles remarquèrent quelque chose d'autre aussi. Les uniformes des soldats, rapiécés et poussiéreux, mais intacts. Leurs bottes ne pourrissaient pas. Leurs provisions ne disparaissaient pas. C'était un empire de logistique, pas de slogan. Et au milieu de cela, les femmes réalisèrent que le pouvoir n'était pas toujours la cruauté. Cela pouvait aussi être la compétence. Alors que le soleil montait plus haut, l'une des infirmières entendit le son lointain de rire de l'extérieur, un son musical étrange qu'elle n'avait jamais entendu de la part de l'ennemi. Elle se pencha vers le rabat de la tente pour écouter, ne réalisant pas que le son suivant, le craquement d'un carnet qui se ferme, marquerait le prochain tournant de leur captivité. Les rires dehors s'estompèrent dans le froissement des papiers. Le sergent Robert Lane était assis sous une lanterne faible, son dos contre une caisse de ravitaillement, la pluie frappant la toile au-dessus. Ses gants gisaient à côté de lui, déchirés de boue aux extrémités, dans son giron un petit carnet, chaque page déjà tachetée de sueur et d'encre. Il écrivait comme un homme essayant de raisonner avec lui-même. Il ressemblait plus à des étudiants qu'à des soldats. Une entrée commençait, les yeux enfoncés, les mains crues. Il ne pouvait pas avoir plus de 20 ans. Les Américains autour de lui fumaient, plaisantaient, jouaient aux cartes. Lane ne se joignait pas. Son devoir avait été de sécuriser les prisonniers, mais ce qui restait avec lui n'était pas l'opération. C'étaient les visages. Il avait vu des hommes mourir, mais jamais des ennemis si fragiles. Quelque part au plus profond, une ligne dont il ne savait pas qu'elle existait avait commencé à s'estomper. Les dossiers de terrain ont confirmé plus tard que près de 40% des soldats de première ligne américains tenaient des journaux pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien que la plupart aient été confisqués ou censurés après la guerre. Celui de Lane ne l'a pas été, il a survécu, caché dans son coffre de pied, taché mais lisible. Ses paroles montraient un soldat aux prises avec l'obéissance et l'empathie dans le même souffle. Il décrivit le silence du camp après la lumière. Les femmes chuchotant en japonais, les gardes prétendant ne pas entendre, l'odeur de la médecine s'accrochant encore à leurs mains. Les ordres sont les ordres. Il écrivit à nouveau, mais la phrase s'interrompit à mi-ligne comme s'il avait cessé d'y croire à mi-chemin. À un moment, il enregistra un échange. « Pourquoi sont-elles si silencieuses ?» quelqu'un demanda. « Peut-être qu'elles pensent que nous allons les tuer demain, » répondit Lane. « Allons-nous le faire ?»« Non, pas à moins que quelqu'un nous le dise. » C'était la guerre en une phrase. Personne ne connaissait plus les règles, seulement qu'elle devait continuer à prétendre qu'elle les connaissait. Près de la fin de son entrée cette nuit-là, Lane conclut avec une ligne qui ressemblait à une confession. « On nous a dit de les traiter avec respect, mais personne ne nous a dit comment. » Il ferma le carnet, le glissa dans son sac à dos et regarda vers la tente médicale où les femmes dormaient maintenant. Dans la faible lueur de l'aube, les premiers ordres d'évacuation arrivèrent. Mouvement au lever du soleil. Il ne le savait pas encore, mais cette marche deviendrait le jour le plus long de leur captivité. Le sifflet souffla à l'aube, métallique et final. Le brouillard de la jungle s'accrochait bas alors que la ligne de prisonniers commençait à se déplacer. Les infirmières japonaises, encore faibles de la fièvre, portaient ce qu'elles avaient. Des gourdes, des couvertures, des bribes de dignité. Les gardes américains les flanquaient des deux côtés, les fusils inclinés vers le bas, mais prêts. Personne ne parlait. La guerre avait déjà pris fin en principe, mais ici, aux bords étouffants du Pacifique, la paix n'avait pas encore rattrapé. La marche vers la côte était censée prendre 6 heures. Cela en a pris 8.
La chaleur était impitoyable, les températures dépassaient 110 degrés Fahrenheit. Le chemin était un fil cassé de boue et de roches de corail. Une femme s'effondra avant midi. Un médecin l'a soulevée sur un camion destiné aux provisions. Lane marchait à côté d'eux, comptant les pas au lieu des miles. Les villageois locaux regardèrent de loin, les yeux écarquillés, chuchotant. Pour eux, la scène devait sembler inversée. Les Américains escortant les captifs japonais au lieu de l'inverse. Certains crachaient l'autre par terre, d'autres offrirent le silence. Lane remarqua comment ses propres hommes se tendaient en passant les civils, les doigts effleurant les gâchettes. Un soldat murmura « Continuez à les faire avancer. Pas d'arrêt. » Un autre ajouta « Le commandement dit évacuation avant le coucher du soleil. » Mais ce n'était pas l'hostilité qui dictait le rythme. C'était la peur d'une embuscade. Les rapports du secteur montraient que des attaques de guérilla se produisaient encore chaque semaine, des restes de force refusant la reddition. Chaque froissement dans la jungle ressemblait au début d'un combat. Du point de vue des prisonniers, c'était quelque chose d'entièrement différent. Ils voyaient que les Américains les protégeaient, littéralement se plaçaient entre eux, et le regard des villageois. « Ils nous ont protégés ». Une infirmière écrivit plus tard de leur propre. En milieu d'après-midi, la saveur salée de l'océan dérivait à travers les arbres. Le son des vagues semblait irréel après des semaines de tir. Les femmes couvertes d'ampoules et trempées de sueur commencèrent à réaliser que ce n'était pas une marche vers la punition. C'était un transit. Destination inconnue. Lane appela une brève halte près de la crête surplombant la baie. En dessous, les navires se balançaient à la lumière du soleil. Des silhouettes grises attendant comme des fantômes. La côte scintillait, métallique et immobile. Il regarda en arrière la colonne de prisonniers épuisés et murmura à personne. 18 miles, ils l'ont fait. La brise marine roulait, portant à la fois le soulagement et la faible odeur du diesel. Cela ressemblait au bord de la liberté, mais pas la leur encore. Parce qu'au-delà de cet horizon bleu attendait un camp, et une routine qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. En soirée, les prisonniers atteignirent la côte, une parcelle de terre inculte découpée en rangées nettes de tentes. L'air sentait le sel, le goudron et le désinfectant. Les sentinelles américaines se tenaient sur des tours de guet en bois, silhouettées contre le soleil couchant. Un sifflet traversa le bruit, et les femmes furent alignées, comptées et remises des étiquettes numérotées. Pas de nom, juste des chiffres estampillés dans le métal. C'était le camp Red Leaf, l'un des 27 sites de prisonniers de guerre gérés par les États-Unis à travers le Pacifique à la fin de 1945. Ce n'était pas le luxe, mais c'était l'ordre. Les infirmières, toujours désorientées, ont été montrées à leur quartier. 6 partantes, une lampe à huile, un seau et des règles strictes. À l'aube, un sifflet, la nuit, le silence. La routine était la précision militaire retournée. Chaque matin, le même schéma se déroulait. Sifflet, appel, fil de ration, inspection médicale, puis repos. Pour les femmes formées à obéir aux codes stricts de loyauté et de silence du Japon, la captivité devint sa propre discipline étrange. Elles nettoyaient leur propre quartier, pliaient leur propre couverture, apprenaient le rythme des pas de leurs gardes, et lentement quelque chose commença à changer. La peur s'émoussa en routine, la routine en survie. Lane regardait du périmètre, le carnet à nouveau en main. Il remarqua des détails que les autres manquaient. La façon dont elle s'inclinait légèrement avant de manger, comment elle murmurait des remerciements en japonais, même quand personne ne comprenait. Un matin, il vit une jeune infirmière essayant de lire un panneau en anglais à l'extérieur de la tente du mess. « Gardez la zone propre ». Elle traça chaque lettre avec son doigt, chuchotant les sons. Quand il lui demanda ce qu'elle faisait, elle leva les yeux et dit doucement « J'apprends vos mots ». Ce moment, minuscule et maladroit, resta avec lui plus que n'importe quelle bataille qu'il avait menée. Les Américains aussi semblaient se détendre. Ils arrêtèrent de regarder comme des gardes et commencèrent à agir comme des collègues, forcés de partager le même coup de soleil et l'ennui. Ils échangèrent des cigarettes contre des croquis, du savon contre des réparations de couture. Les femmes commencèrent même à coudre les uniformes déchirés, une inversion qui dérangea d'abord tout le monde, puis devint normale. Pourtant, chaque son de moteur à l'extérieur du fil les rappelait que ce n'était pas la liberté. Une infirmière écrivit plus tard « Nous sommes devenus des numéros, mais des numéros propres. » Alors que la nuit tombait, les générateurs toussaient pour s'animer, baignant le camp dans une faible lumière jaune. Et sous ce bourdonnement, une voix brisa le silence en lisant tranquillement une lettre qu'elle ne serait jamais autorisée à envoyer.
Les nuits tardives dans les baraquements portaient un son différent de la jungle. Le froissement lent et prudent des crayons grattants sur des morceaux de papier récupérés. Les femmes japonaises écrivaient quand le camp s'endormait après les rondes des gardes, quand la seule lumière venait du scintillement des lampes à kérosène. Elles écrivaient à des familles dont elles n'étaient pas sûres qu'elles soient vivantes, à des pères qui ne pardonneraient jamais la reddition, à des enfants trop jeunes pour se souvenir de leur visage. Elles n'avaient pas d'enveloppe, juste des feuilles pliées, glissées sous les couvertures. Certaines dessinaient de petites fleurs dans les marges, d'autres s'excusèrent de respirer encore. L'acte d'écrire était une rébellion sous sa forme la plus douce. Lane remarqua une nuit en patrouillant une femme accroupie à la lumière de la lampe, les lèvres bougeant silencieusement alors qu'elle écrivait. Il ne l'arrêta pas. Il hocha simplement la tête et passa son chemin. Plus tard, il apprendrait que ces lettres ne quitteraient jamais le camp. Selon les accords de la Croix-Rouge, tout le courrier P passait d'abord par les capteurs alliés, et en août 1945, plus de 60 000 lettres P ont été collectées et retenues, beaucoup enfermées en stockage jusqu'en 1952. Tout ce qui était émotionnel, politique ou défaitiste était marqué comme non livrable. Les femmes écrivaient quand même, comme si les mots pouvaient traverser les océans sans permission. Une lettre découverte des décennies plus tard se lit simplement « Je suis vivante, mais plus petite ». C'était suffisant. Chaque matin, les capteurs passaient par le bureau du camp avec des crayons rouges, cherchant les phrases interdites. Regret, honte, suicide. Des paragraphes entiers disparaissaient sous des lignes diagonales. Les femmes ne le savaient jamais. Elles ne voyaient que leur page revenue blanche avec une petite note retenue pour examen. Pour elles, c'était comme être réduite au silence 2 fois, une fois par la capture et une fois par la miséricorde. Lane a commencé à conserver certaines des lettres jetées, les glissant entre les pages de son journal, non par pitié, mais par curiosité. Il voulait comprendre à quoi ressemblait le silence sur papier. En septembre, les prisonniers ne demandèrent plus quand ils seraient libérés. Ils écrivirent simplement. Les mots devenaient des encres, un rituel. Quand on ne peut pas parler au monde, on en construit un à la place. À l'aube un matin, un caporal entra avec un nouvel ordre à la main, ses bottes laissant des empreintes sombres sur le sol de sable. Les lettres s'arrêtèrent au milieu d'une phrase, alors que tout le monde levait les yeux. Quoi qu'il arrive ensuite, ce n'allait pas tenir dans une enveloppe. La journée a commencé comme n'importe quelle autre. Sifflet, appel, fil de ravitaillement. Mais vers le milieu de la matinée, l'air a changé. Les gardes se sont rassemblés près de la cabane radio, leurs visages impénétrables. Une légère statique s'échappa des haut-parleurs du camp, suivie d'une voix que les prisonniers ne reconnaissaient pas. C'était doux, formel et tremblant. L'interprète écouta d'abord, les yeux s'élargissant, puis il chuchota l'impossible. « C'est l'empereur !» Les femmes se figèrent. Le 15 août 1945, la diffusion de l'empereur japonais voyagea par ondes courtes vers chaque poste allié à travers le Pacifique. C'était la première fois que son peuple entendait sa voix, et les mots déformés par la statique et la distance étaient la reddition. Aucun cri ne vint des prisonniers, aucun pleur non plus, juste l'immobilité. Une femme pressa ses mains sur ses oreilles, comme si elle refusait d'y croire. Une autre fixa le sol, les lèvres bougeant sans bruit. Pour elle, la reddition n'était pas le salut, c'était l'effacement. Tout ce qu'elles avaient enduré. Chaque ordre qu'elles avaient obéi, dissous en quelques phrases tremblantes d'un homme qu'on leur avait enseigné, était divin. À l'extérieur du fil barbelé, les Américains ne célébraient pas non plus. Ils écoutaient simplement. Un opérateur radio retira ses écouteurs et chuchota « C'est fini ». Mais le mot restait lourd, comme s'il ne savait pas trop quoi faire de lui-même. Selon les dossiers alliés, le message de l'empereur a atteint les avant-postes du Pacifique dans les 6 heures suivant la diffusion originale à Tokyo. Pour les prisonniers, c'était la première preuve que leur patrie existait toujours et qu'elle avait cessé de combattre. Lane a écrit dans son journal ce jour-là. Ils n'ont pas crié. Ils ont juste fixé la terre. Après, une jeune infirmière lui demanda tranquillement « Cela signifie-t-il que nous pouvons rentrer à la maison ?» Lane hésita. Il ne savait pas comment dire que la paix sur papier ne signifiait pas la liberté en pratique. Il y avait encore des navires à venir, des papiers à signer, des contrôles à passer. La guerre pouvait être terminée pour les gouvernements, mais pour les prisonniers, l'attente venait de commencer. Cette nuit-là,
Les lumières du camp restèrent allumées plus longtemps que d'habitude. La radio continuait à bourdonner, rediffusant les nouvelles de Tokyo. Ville bombardée, port brûlé, la phrase « reddition inconditionnelle ». Quelque part au-delà de l'horizon, le Japon était silencieux. Mais à l'intérieur du fil, le silence était le seul son qui avait du sens. Et alors que la diffusion s'estompait dans la statique, le prochain ordre arriva, celui qui les enverrait enfin vers la maison. Les portes du camp se sont ouvertes non pas avec de la pompe, mais avec de la bureaucratie. La guerre était techniquement terminée, mais la machinerie de la tenue des dossiers continuait. Des camions arrivèrent, portant l'insigne de la Croix-Rouge, des cercles blancs sur de la peinture qui s'effaçait. La poussière rayait les côtés. En descendirent des médecins, des commis et des photographes. Leur mission était simple, compter, enregistrer et retourner. Les femmes japonaises ont été alignées à l'extérieur des baraquements sous le soleil du matin. Les presse-papiers cliquaient, les appareils photos flashaient. Pour la première fois depuis leur capture, leurs noms ont été écrits en entier. Une infirmière regarda sa propre étiquette, juste un numéro jusqu'à hier, et chuchota son vrai nom à haute voix, comme si elle testait s'il lui appartenait toujours. Chaque femme passa par une rangée de tables, une station pour les empreintes digitales, une pour le dépistage médical, une pour les photographies, 3 angles, pas de sourire. Les listes de documentation de la Croix-Rouge montrent 3320 et une femme japonaise traitée pour l'échange en 1945 à 1946, la plupart des Philippines et de la Nouvelle-Guinée. Les médecins les ont ensuite pesés, corps par corps, statistique par statistique. Un officier murmura « 90 de livres, elle est plus lourde que la dernière ». Les données signifiaient la survie, le ton signifiait le détachement. Lane se tenait à proximité, assigné au devoir d'escorte. Il essaya de ne pas regarder, mais ne put s'empêcher de remarquer l'étrange mélange de rituel et de soulagement. Chaque mouvement était mécanique. Pourtant, en dessous coulait quelque chose d'indicible. La gratitude mélangée à l'incrédulité. Quand l'infirmière de la ligne de la jungle atteint la table médicale, elle demanda en anglais hésitant « Vous nous renvoyez à la maison ». L'officiel de la Croix-Rouge leva les yeux en souriant à moitié. « Si la mère se comporte bien ». Cette réponse restait suspendue comme une prophétie. Derrière les rangées de tentes de traitement, des caisses étaient empilées avec des couvertures, du savon, des boîtes de rations, suffisant pour durer le voyage. Chaque femme en reçut un ensemble. En dedans, elle trouva un miroir enveloppé dans du tissu. La plupart n'avaient pas vu leur reflet depuis des mois. Les premiers regards étaient douloureux, des visages plus minces, plus vieux, mais vivants. L'arrêt final était les papiers, des déclarations confirmant qu'elles avaient été traitées conformément à la Convention de Genève. L'ironie ne leur échappait pas. Quand ce fut fini, elles ont été poussées vers la plage. Des navires pointaient à l'horizon, gris, bas et attendants. Les moteurs grondaient doucement sur le ressac. Lane les regarda monter dans les camions qui les porteraient au quai. Il écrivit une dernière ligne dans son carnet. Nous avons dû prouver qu'elles étaient vivantes avant de pouvoir les laisser partir. Et au large, la fumée des navires en attente barbouillait le ciel comme une promesse à moitié tenue. Le quai gémissait sous le poids des bottes et des caisses. Le vent salé fouettait à travers les lignes de prisonniers alors qu'elles montaient la passerelle sur un navire de transport gris. La mer était agitée, stricte avec l'écume. L'horizon si brillant qu'il brouillait les yeux. Les gardes américains n'aboyaient plus d'ordre. Ils pointaient simplement et les aidaient à monter à bord un par un. Pour la première fois depuis des mois, les femmes sentirent la vibration solide des moteurs sous leurs pieds. Les vapeurs de diesel se mélangèrent à l'embrun océanique, formant une brume qui s'accrochait à leur peau. La sirène du navire retentit, une note basse et lugubre qui roula à travers la baie et dans la jungle derrière eux. Le camp Red Leaf disparut au loin, ses tentes rétrécissant en points. À l'intérieur du navire, des lits s'alignaient le long des murs d'acier. Pas de chaînes, pas de cages, juste des espaces étroits, des rations partagées et une trêve tacite. Lane a été assigné à superviser l'un des ponts inférieurs. Quand il passa, quelques-unes des infirmières s'inclinèrent légèrement. Il ne savait pas si c'était du respect ou une habitude. Peut-être les deux. Il naviguait vers l'est. Le voyage de Manille à Yokohama s'étendait sur environ 1610 milles, prenant 22 jours si le temps tenait bon. Le Pacifique s'étendait sans fin et indifférent, chaque vague effaçant un autre morceau de guerre. La nuit, les femmes se tenaient à la rambarde, regardant la lumière phosphorescente scintiller dans l'eau.
Pas de frontières, pas de bruit, juste le rythme de la mer, les rappelant à quel point la survie était vraiment petite. Les gardes aussi s'adoucirent. Ils partagèrent des cigarettes, du café, même des blagues. Un soldat échangea une barre de chocolat contre un patch cousu à la main. Un autre offrit sa gourde à un prisonnier fiévreux sans réfléchir. Pour un moment, l'ennemi et l'allié se brouillèrent en quelque chose de plus simple, juste des gens attendant la maison. Lane écrivit « L'océan ne se souciait pas de qui avait gagné. » Pourtant, chaque lever de soleil semblait plus lourd. Les femmes se réveillaient aux mouettes qui tournoyaient au-dessus, se demandant ce qui les attendait de l'autre côté. Le Japon avait capitulé, mais personne ne savait à quoi ressemblerait la capitulation une fois qu'elle débarquerait. Certaines chuchotaient à propos de villes brûlées, d'autres à propos de familles disparues. Au 15e jour, l'air devint plus froid, les vagues plus rudes. Les avertissements de tempête arrivèrent par radio. La saison approchait rapidement. Le capitaine ordonna que les écoutilles soient sécurisées et que les canaux de sauvetage soient vérifiés. Les femmes se rassemblèrent sous le pont, écoutant le vent commencer son long hurlement montant. Et quelque part au-dessus d'elles, l'éclair flashait comme un appareil photo capturant l'histoire en pleine respiration. Le ciel s'effondra en gris. À minuit, le Pacifique devint violent. Les vagues frappaient à la coque, la pluie tranchait latéralement à travers le pont. Le navire se pencha, le métal gémissant sous la tension. À l'intérieur, les lumières vacillaient, puis s'atténuaient jusqu'à la lueur d'urgence. Les seaux glissaient sur le sol tandis que l'équipage criait des ordres à travers le vent. Les femmes japonaises s'accrochaient aux couchettes et aux rampes, les yeux écarquillés, la respiration saccadée et rapide. Personne ne dormait. Chaque coup de tonnerre ressemblait à de l'artillerie revenant du passé. La mer se soulevait, mêlant le souvenir et la peur jusqu'à ce que ni l'un ni l'autre n'ait de sens. Lane se fraya un chemin vers le pont inférieur, l'eau tirant sur ses bottes. Il trouva l'une des infirmières accroupies sous une poutre, les bras enroulés autour de ses genoux, chuchotant en japonais, une prière peut-être, ou juste un rythme pour survivre au bruit. Il stabilisa son épaule. Elle leva les yeux sauvages de panique. « Allons-nous mourir ?» demanda-t-elle, la voix presque perdue sous le rugissement. Lane secoua la tête. « Pas cette nuit. » Il ne savait pas si c'était vrai, mais le dire avait de l'importance. Pendant des heures, la tempête les déchira. Le navire s'inclina fortement à bâbord, puis se redressa, les moteurs toussant à travers les vagues. Un canot de sauvetage se détacha, s'écrasant dans les vagues ci-dessous. Dans le chaos, la hiérarchie disparut. Les Américains et les Japonais saisirent les cordes, stabilisèrent les poutres, épuisèrent l'eau. La survie réduisit tout le monde au même rang. Les rapports historiques confirment que la saison des typhons de 1945 a coulé 19 navires alliés, tuant des centaines, même après la fin officielle de la guerre. La nature n'avait pas signé la reddition. L'infirmière s'agrippa à la manche de Lane, chuchotant quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre. Quand l'éclair s'illumina à nouveau, il vit clairement son visage, trempé, pâle, tremblant, et réalisa qu'elle n'avait plus peur de lui. « Juste de la mer, dit-il rien. Elle se souviendrait plus tard. Il tenait juste ma main. À l'aube, la tempête commença à se calmer. Les nuages s'amincissaient, les vagues se transformaient en longues ondulations roulantes. L'épuisement remplaça la terreur. Les prisonniers émergèrent sur le pont, clignant des yeux face à l'horizon délavé, et puis quelqu'un pointa du doigt. Faiblement à travers la brume, une ligne sombre s'éleva de l'eau. La terre. Ils se tenaient épaule contre épaule, les cheveux collés, les uniformes déchirés, le sel incrusté sur leur peau. La sirène du navire sonna une fois, basse, régulière, triomphale à sa manière tranquille. Le Japon était là qui attendait. Mais ce qui attendait sur la terre ne serait pas le foyer dont il se souvenait. Quand le navire s'ancra finalement à Yokohama, l'air ne portait aucune célébration, juste l'odeur de la cendre et de la rouille. Le Japon n'était pas la patrie qu'ils avaient quittée. C'était un cimetière construit en béton et en silence. La fumée s'échappait encore des ruines à l'horizon. Les rues autrefois bondées de drapeaux ne contenaient maintenant que des bicyclettes, des décombres et des chiens errants. Les femmes japonaises descendirent du transport une par une, enveloppées dans des couvertures de l'armée américaine, les étiquettes d'identification toujours suspendues à leur cou. Les habitants le long du quai les regardaient comme si des fantômes avaient de marcher à terre. Pas de cris, pas d'embrassades, juste des chuchotements qui coupaient plus profondément que la mer ne l'aurait jamais pu. « Femme capturée », murmura quelqu'un.
honteux. Elles avaient survécu à tout, la jungle, la maladie, les tempêtes, et maintenant faisaient face aux tranchants de leur propre société. Les rapports du ministère japonais de la santé d'après-guerre montrent que près de 70% des prisonniers de guerre rapatriés, hommes et femmes, ont fait face à la discrimination ou à la perte d'emploi au retour. Pour les femmes, c'était pire. La reddition égalait le déshonneur. De nombreuses familles refusèrent de les reprendre. Une infirmière essaya de remettre ses papiers de rapatriement à un officier local. Il refusa de les toucher. « Vous étiez aux soins de l'ennemi, dit-il platement. Vous n'êtes pas encore enregistré. » Lane regardait depuis le quai, les mains enfouies dans ses poches. Son unité avait reçu l'ordre de superviser le débarquement avant de retourner à Manille. Il vit les mêmes femmes qui avaient marché pieds nus dans la jungle, marcher maintenant sur leur terre natale comme des intrus, les épaules droites mais les yeux creux. Il pensa à ses entrées de journal, comment il avait écrit sur leur silence, leur endurance. Maintenant, ce silence remplissait le port lui-même. Personne ne parlait, personne ne faisait de gestes. La guerre avait pris fin, mais la miséricorde ne l'avait pas suivi à la maison. L'une des femmes plongea la main dans son sac et trouva un petit paquet de tissus. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, celle qu'elle avait écrite des mois plus tôt, jamais envoyée. Elle la fixa longtemps, puis la remit. Certains messages n'étaient pas destinés à voyager. Lane ferma son carnet une dernière fois. L'officier de la Croix-Rouge à proximité appela le dernier numéro d'appel. La sirène du navire sonna derrière lui, signalant le départ. Il ne regarda pas en arrière jusqu'à ce que le quai soit vide. Juste des planches mouillées, des empreintes qui s'estompaient, et une seule boîte de conserve restait près de la passerelle. À l'intérieur de cette boîte attendait le plus petit morceau de la guerre, encore intact, et l'un d'eux était sur le point de l'ouvrir à nouveau. Les années passèrent. La guerre devint mémoire. Les ruines se transformèrent en verre et en béton, et le monde continua, sauf pour elle. L'infirmière de cette clairière de la jungle vivait tranquillement dans un appartement de Tokyo, reconstruit, ses cheveux striés de gris, son nom toujours à demi chuchoté dans son quartier. Sur une étagère en bois près de la fenêtre, elle gardait une étrange relique du passé, une boîte de conserve de pêche de l'armée américaine Bosley. L'étiquette s'était depuis longtemps effacée, le métal terni par des décennies d'air et de temps, mais elle ne l'a jamais ouverte. Les visiteurs demandaient Zvier parfois pourquoi elle gardait un morceau de la ration de l'ennemi dans sa maison. Elle donnait toujours la même réponse, parce que c'était la première chose qui n'était pas la haine. Cette nuit-là dans la jungle, la boîte glissant dans la boue, la douceur qu'elle pouvait à peine goûter avait duré plus longtemps que tous les uniformes, tous les drapeaux. Ce n'était pas à propos du fruit, c'était à propos du choc de la gentillesse d'une main qu'on lui avait appris à craindre. Les dossiers officiels d'après-guerre énumèrent des millions de rations de mer américaines émises jusqu'en 1945, chacune contenant une boîte de conserve de 4 onces de pêche, dessert standard pour les soldats et les prisonniers. La plupart ont été mangés et oubliés, mais celui-ci devint un monument à la contradiction. Parfois, quand Tokyo tremblait sous la pluie, elle polissait la boîte doucement avec un mouchoir, les yeux perdus quelque part entre la mémoire et l'incrédulité. Cette nuit-là, sous un tas de boîtes de rations, elle avait appris quelque chose qu'aucune radio ni discours de reddition ne pouvait enseigner, que la guerre n'était pas seulement menée avec des armes. Elle était survécue avec des gestes. Elle avait vu le pire de l'humanité et trouvait toujours une raison de se souvenir du plus petit acte de décence. Non pas parce que cela effaçait la douleur, mais parce que cela prouvait que quelque chose à l'intérieur des gens refusait de mourir. Son entrée de journal de 1946 se lit simplement « La gentillesse était la seule chose pour laquelle nous n'avions pas été entraînés ». En dehors de sa fenêtre, les lumières de Tokyo scintillaient sur l'horizon reconstruit. Des reflets de néon où les tempêtes de feu brûlaient autrefois. Elle ne s'appelait pas une survivante, et elle ne parlait jamais plus de Lane ou du camp, mais la boîte restait silencieuse et intacte. Quand elle mourut en 1972, elle fut trouvée sur cette même étagère, toujours scellée. Les archivistes l'ont ensuite placée dans un musée étiqueté, simplement objet personnel, 1945. Et sous le verre, cette petite boîte de conserve Bosley brille doucement, même maintenant, preuve que la miséricorde une fois donnée ne pourrit pas. Brille